Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, échec du PCRN aux élections régionales du 6 décembre 2020. Un cadre du parti de Cabral Libye dénonce le coup de pouce complice de l'UDC, du PURS et du SDF au RDPC dans le département du Vouri. Joseph Espoir Billon regrette la sourde oreille de son parti au mot d'ordre de boycott du professeur Maurice Kamto. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, le militant PCRN et 6e adjoint au maire de Douala 5e présente ses excuses au professeur Maurice Kamto pour n'avoir pas respecté son mot d'ordre de boycott des élections régionales du 6 décembre 2020. Joseph Espoir Billon accuse l'UDC, le PURS et le SDF d'avoir contribué à la victoire écrasante du RDPC. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. À ces premières élections régionales dans l'histoire du Cameroun, la plus grosse surprise vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Théoriquement bien parti pour remporter ce scrutin dans plusieurs circonscriptions électorales à travers le pays, le parti du député Cabral Libye a subi un échec avec 0 conseiller régional sur l'ensemble du territoire national. Dans l'Oignon Ekele, où le PCRN contrôle 5 communes avec 128 conseillers municipaux, 31 de ces grands électeurs n'ont point renouvelé leur confiance à leur parti, préférant voter pour des listes concurrentes. L'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en course. Un choix incompréhensible pour les militants du PCRN. Même si dans cette région du centre, le PCRN a pu glaner 17 voix dans le département voisin de la Mefoua-Famba sans le moindre conseiller municipal. Le parti s'en sort au décompte final avec 0 conseiller régional dans le centre. Pareil dans le littoral, le PCRN ne siégera pas au conseil régional. Malgré la confiance totale renouvelée et confirmée de tous ces grands électeurs dans la Sanaga maritime et le Nkam, même l'embellie dans le Vouri n'a pas suffi pour glaner le moindre siège de conseiller régional. Les militants du PCRN et 6e adjoint au maire de la commune de Douala 5e, Joseph Espoir Billon, accuse les autres partis politiques d'être complices du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ces élections. Dans le Vouri, il y a l'UDC, il y a le MP de Jean-Jacques Kindi, et il y a d'autres partis politiques comme le PUS qui ont voté le RDPC. Et nous voulons dire à tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à nous faire croire qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous sommes les affidés du RDPC, on leur dit, eh bien voilà ce que notre partenaire nous a fait. Cet élu local regrette surtout que son parti ait bouché ses oreilles au discours de Maurice Kamto sur le boycott de ces régionales du 6 décembre. Cette journée est effectivement historique. Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Kamto en lui disant nous sommes tellement désolés de vous n'avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Deuxième curiosité de ces régionales 2020, le boycott du mot d'ordre de boycott de Nidjon Frundi. Les conseillers municipaux du Social Democratic Front, le SDF, ont violé les consignes du parti, accordant ainsi leur suffrage à la liste du RDPC, le parti au pouvoir. Autre formation politique qui a fait la figuration à ces régionales 2020, c'est le Parti unifié pour la rénovation sociale. Pour son premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, dernier à l'élection présidentielle de 2018, il se contente d'un lot de consolation d'avoir participé aux toutes premières élections régionales du Cameroun pour favoriser l'accélération de la résolution de la crise anglophone avec en prime l'implémentation du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et comment comprendre cette défaite du PCRN aux élections régionales du 6 décembre 2020? Selon des politologues, le parti de Cabral Libye est victime de l'inexpérience et l'impréparation sur le marché électoral. Regard croisé de Moussa Dioya et Luison Essomba sur les raisons de la victoire écrasante du RDPC et la cuisante défaite du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans ce reportage que signe Farel Bounia, Isabelle Carole Zoupet. Sur la défaite inattendue du PCRN dans l'Oignon Ekele, présentée comme fief naturel de son président, les acteurs politiques expliquent cet échec par le manque d'expérience de Cabral Libye
dans la conquête et la conservation du marché électoral. Non, deux attitudes peuvent justifier les résultats que nous observons de cet échec. C'est d'abord qu'on estime que leur leader est arrogant, l'arrogance du leader, mais n'oubliez pas que les conseillers municipaux du PCN sortent pour la plupart des sanctions, parce que le leader de cette formation venait de sanctionner bon nombre de ses conseillers municipaux. Je crois que c'est à l'issue de cette frustration que nous voyons ce type de résultats, c'est-à-dire que 31 conseillers municipaux qui ont penché pour le parti au pouvoir en leur accordant leur suffrage. Donc ça veut dire qu'on peut relever donc la frustration d'une part et d'autre part, peut-être certainement l'arrogance de leur leader. Selon eux, le PCRN n'a pas suffisamment travaillé sa campagne électorale et récolte ainsi les fruits de son oisiveté. Les responsables de ces partis-là, le PCRN notamment, à mon humble avis, n'ont pas suffisamment pris l'élection au sérieux. Leurs leaders se baladaient à travers le pays, se livraient à toute autre activité, sauf à l'activité de la campagne électorale, notamment dans leur bastion. Peut-être qu'ils considéraient que c'était déjà un acquis, et là, ça serait enlevé aux électeurs leur conscience et leur capacité de délibération, leur capacité de choix. Et les tout nouveaux venus qui pensent que la politique c'est un coup de récréation où le plus important c'est de faire le selfie, être dans les réseaux sociaux, et l'UDC connaît que son bastion c'est le nous. L'UDC a capitalisé et a maximisé avec agrémenté même de quelques incidents ces derniers jours. Autre fait marquant de ces élections régionales, la violation du mot d'ordre de boycott par certains conseillers municipaux du SDF. Les politologues justifient cet acte d'insubordination par la corruption, le problème d'ancrage idéologique des militants et la lutte pour les intérêts personnels. Vous savez, en démocratie, la théorie de la chaise vide est contre-productive. Et je crois que le SDF est en train de le comprendre à ses départs. Vous vous rappelez qu'en 92, ils ont refusé d'aller aux élections. Et malgré, en dépit du mot d'ordre qui a été lancé, je crois que quelques-uns d'entre eux ont compris que la théorie de la chaise vide ne paye pas. Et sont allés et ont engagé quelques conseillers municipaux. Ils sont astreints à voter. C'est une obligation. Maintenant, comme ils ne participaient pas à l'élection, le principe aurait voulu qu'ils votent blanc. Mais nous sommes dans la réalité politique. Au lieu de gaspiller une voix blanc, moi j'ai discuté avec un conseiller municipal hier qui m'a expliqué en offre très calmement que bon, nous sommes en décembre, ce sont les fêtes. Vous avez 50 000. Si vous pouvez avoir un bonus, qu'un parti vous donne peut-être 50 000 samples de surplus pour que vous votez pour lui. Mais vous votez puisque vous n'avez rien à perdre, vous n'êtes pas en compétition aux élections. La victoire écrasante du parti au pouvoir, le RDPC, était prévisible selon eux au regard de l'implémentation de ce parti sur l'ensemble du territoire national. Comme c'est un scrutin indirect, le RDPC partait déjà avec un avantage colossal, à savoir le nombre de ses conseillers municipaux. La deuxième chose qu'il faut expliquer, c'est que même là où le RDPC était minoritaire, tel que dans l'Union Ekele, le RDPC a bataillé ferme sur le terrain. Pour ces politologues, les partis de l'opposition gagneraient à redoubler d'efforts pour reconquérir le terrain électoral s'ils tiennent réellement à renverser la tendance. Et dans les régions de l'extrême nord et du nord-ouest Cameroun, des intimidations, violences physiques et coups de feu ont émaillé ce scrutin du 6 décembre 2020. Des abus que dénoncent des organisations de la société civile qui ont assuré la veille électorale à la faveur des élections régionales du 6 décembre 2020. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril. Dans la salle technique aménagée pour la circonstance, des opératrices reçoivent des informations en provenance du terrain. Nous sommes à la salle de veille et d'alerte mise en place à l'occasion des élections régionales 2020 au Cameroun. Les téléopérateurs sont ceux qui reçoivent des coups de fil du terrain. Et à travers un formulaire numérique, ils les enregistrent et nous les recevons directement dans la salle d'analyse. Nous avons sur mon écran, quand je reçois les informations, en fonction de la gravité ou de l'urgence, je peux soit rappeler la personne qui a donné l'information pour en savoir davantage. Je peux tout de suite transférer à la salle de réponse. Un numéro vert 8243 est disponible pour dénoncer des abus. En cette journée électorale, des cas de violence nés de l'intimidation de certains électeurs sont signalés dans la région de l'extrême nord notamment.
L'un des cas de violence reçus ce jour dans la salle de veille, c'est des affrontements qui sont partis d'une intimidation de certains scrutateurs, intimidation et trafic d'influence. Ils en sont arrivés aux mains à violence physique. Bagarre et violence physique dans l'extrême nord. Coup de feu dans le nord-ouest, selon des informations reçues à la salle de veille. Les coups de feu sont partis déjà du fait qu'on nous a signalé tôt le matin que des personnes menacent ceux qui iraient voter. Il y a eu des blessés qui ont été transportés dans un centre hospitalier. Mise en place par Wilf Cameroun, la salle de veille électorale vise à éduquer les populations en général, les femmes en particulier, afin qu'elles participent de façon non violente aux processus électoraux au Cameroun. Et dans la région du sud-ouest, le mot d'ordre de ville morte imposé par les séparatistes a été respecté en marge de la tenue du scrutin. Ambiance de ville morte au camp de jour d'élection dans ce reportage de Julie Nguenyondé. Silence de cimetière le 6 décembre 2020, jour des élections régionales à Kumba, dans la région du sud-ouest. L'actualité politique, marquée par le vote des conseillers régionaux sur toute l'étendue du territoire, n'a pas influencé d'une manière particulière le quotidien des habitants de cette localité. La plupart sont restés chez eux, fermant boutique et tout autre point de commerce ou de réjouissance. Et ce, depuis le vendredi 4 décembre 2020. Une partie de la population a profité de cette journée, déclarée ville morte, pour effectuer des travaux d'assainissement. Regroupés en collectivité, hommes, femmes, enfants, munis des brouettes, pelles, roues, ont tour à tour dégagé les drains et la voie publique. Les Gostones ou encore ville morte se poursuivent ce lundi 7 décembre 2020 dans la plupart des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Écho profond du 6 décembre, on en parle encore. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans les villes de Nkonsamba, Garoua et Maroua. Le round-up de l'ambiance de ces élections avec Cédric Nding. L'île de Garoua aura connu un scrutin à demi-teinte ce dimanche. Un chef traditionnel a trouvé la mort durant le vote. Si aucune information ne fait état des causes du décès, Bamanga Bernard Lawan de Touroua Doumbé se serait écroulé après être sorti de l'isoloir. Une tache d'encre qui vient ainsi gâcher le tableau des élections régionales dans la ville de Garoua. Autre lieu et autre réalité. La visite du gouverneur de la région de l'extrême nord dans les bureaux de vote de la ville de Maroua cachait mal l'anxiété régnant au sein des grands électeurs. Et pour cause, bien qu'ayant été calmes et paisibles, les élections régionales ont tout de même été marquées par le décès la veille d'un conseiller municipal, tête de liste B dans la localité. Une disparition qui jette un point d'interrogation sur la suite du scrutin dans cette partie du pays. Dans la ville de Nkonsamba, département du Mungo, l'heure était également au branle-bas et à la mobilisation pour les conseillers municipaux et chefs traditionnels de cette localité. Je suis heureux parce que j'ai vu tous mes conseillers voter à 100% et c'est ce que j'avais prévu. Si le cas des chefs se ressemble, nous pensons que les élections pour le cas de Melon sont très bien passées. Une élection qui donne l'occasion au commandement traditionnel de prendre son destin ainsi que celui de ses populations en main, loin de l'ingérence des hommes politiques souvent à l'origine des guerres entre les autorités traditionnelles et administratives. Il ne va pas falloir que les hommes politiques s'y mêlent encore. Il faut qu'on laisse les chefs libres. Les chefs, un homme politique, disons, est pour tous les chefs. Donc il n'y a pas de raison qu'un homme politique s'affiche pour un groupe de chefs. Nous tous, nous sommes pour un fils ministre, quoi qu'il en soit. Donc je crois que les hommes politiques ne pourront plus s'afficher dans nos affaires de commandement traditionnel. Ce n'est pas bon. Des élections historiques qui suscitent de nombreux espoirs à l'heure où le Cameroun s'engage vers un tournant décisif de son histoire.
Et c'est tout pour le dossier consacré aux élections régionales du 6 décembre 2020. Évoquons à présent cet ultimatum du gouverneur de la région du Centre aux églises dites de réveil. Le représentant du gouverneur Nasseri Paul Béa somme ces confessions religieuses de mettre un terme ou de mettre fin au bruit sonore et au tapage nocturne dans la ville de Yaoundé. C'était au cours d'une rencontre entre les représentants de plusieurs congrégations religieuses et l'administration. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonçon. C'est bientôt la fin d'année, période par excellence où la parole de Dieu sort des couloirs habituels pour s'inviter à tort et à travers dans les ménages, les quartiers et au sein des communautés. Entre les églises reconnues et celles dites de réveil, ça va dans tous les sens et très souvent, les lois en vigueur sont allègrement violées. S'il y a des égarements, nous pensons que c'est certainement parce qu'il y a l'ignorance et il y a le manque de formation de certains leaders. Certains sortent donc des congrégations et créent leurs propres obédiences, ce qui entraîne donc toute cette amalgame et cette situation assez fâcheuse que nous rencontrons dans la société aujourd'hui. Il nous a été quand même reproché de travailler un peu de manière anarchique, au mépris des lois de la République. Et de plus en plus, on constate qu'il y a des déviations, il y a des déviances par rapport à nos assemblées. Voilà qui interpelle les pouvoirs publics, qui doivent s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. La liberté de culte et de religion ne doit en aucun cas se transformer en libertinage. Nous avons eu à leur rappeler la législation existante. À chaque fois, la nécessité de signaler leurs activités lorsqu'ils le tiennent, mais le respect strict du voisinage en leur évitant la nuisance sonore et les autres tapages. On ne peut pas parler de Dieu et admettre qu'il y ait le désordre au sein d'une église, dans une paroisse ou dans une mosquée, et que le respect strict de la loi, il ne saurait s'en écarter. Et en même temps, nous les avons assurés de notre appui institutionnel à chaque fois qu'ils viennent à nous. L'église face à la loi et les attentes de l'administration vis-à-vis de l'église. Tel est le thème de cette conférence qui avait également pour but de rappeler les devoirs et les droits du pasteur dans l'exercice de son ministère en rapport avec la législation en vigueur. Elle permet d'aborder des thématiques parfois méconnues, surtout les associations religieuses et de leurs leaders, notamment sur les questions de légalité dans la création, de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre public et des lois. Nous ne pouvons qu'encourager ces associations religieuses à se rapprocher de l'administration pour mieux comprendre, afin d'édifier leurs fidèles. Nos missions régaliennes, nous allons les assumer, afin que le calme règne tout au long de ces fêtes et même après. Il est à espérer que les différents enseignements et rappels ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. En tout cas, l'autorité administrative entend veiller au grain pour éviter tout égarement, surtout en cette fin d'année. Et nous vous proposons à présent de découvrir le quotidien d'une femme chercheuse qui a révolutionné le monde de la recherche dans la lutte contre le paludisme. Elle a mis sur pied un insecticide à base de plantes qui lui a valu un prix de l'UNESCO. François Dikoumé et Kediara sont allés à sa rencontre. Bien loin du glamour des palettes de make-up et des extensions capillaires, la vie de Agnès Antoinette Toumba, docteur, se résume à des éprouvettes, des tubes à vide, des échantillons et des appareils qui constituent son laboratoire de recherche. La quarantaine sonnée, épouse et mère de famille, la jeune femme manipule au quotidien des réactifs pour tenter de trouver la formule qui va à quelques égards près changer le quotidien des populations. Un pari qu'elle a relevé avec succès, un insecticide à base de plantes destiné à combattre le paludisme qu'il a fait connaître aux yeux du monde avec un prix décerné par l'UNESCO. À partir de nos lectures, nos revues de la littérature et puis certains articles qui nous ont inspirés, on s'est dit mais pourquoi pas essayer des nanoparticules avec les plantes? C'est quelque chose qui n'est pas coûteux, qui est biologique. Avant qu'on arrive à ce stade, on a essayé plusieurs fois avec certaines plantes, ça n'avait pas vraiment d'efficacité. Et c'est à la fin avec certaines plantes qu'on a pu réaliser que non, on pouvait vraiment utiliser cela comme un insecticide pour le futur. Sa formule, elle ne la rend pas publique pour le moment, mais se souvient aisément de tous les efforts menés pour aboutir à son précieux résultat. J'étais obligée de rester au labo toutes les nuits, toutes les journées. Et je pense que ça prend pratiquement un an
un an pratiquement pour qu'on ait pu avoir ces résultats. Contrairement aux autres recherches sur le paludisme, celui du docteur Agnès Antoinette Toumba délaisse le moustique pour se concentrer sur la larve. Le vecteur commence au niveau de l'œuf et de la larve. Donc si on combat l'œuf, le vecteur, on aura moins d'adultes. Et si on a moins d'adultes, on a moins de transmission. Et si on a moins de transmission, on a moins de malades dans les hôpitaux. Et on pourra parler d'éradication du paludisme. Comment utiliser ce produit révolutionnaire? La chercheure explique. À grande échelle, on pourra faire des pulvérisations. À petite échelle, on pourra verser dans les gîtes larvaires et dans les petites rivières. Si nous avons minimum 3000 larves en fonction de ce que nous avons versé, on réduit déjà automatiquement le nombre de larves dans tous ces gîtes larvaires. Consciente de ce que le résultat de ces recherches vient donner un sérieux coup de pied dans ce qu'il convient désormais d'appeler l'industrie du paludisme, la scientifique recommande de voir ces recherches sous le prisme de la science et non pas des finances. Nous pouvons avoir des réalisations qui peuvent changer le monde scientifique. Et en ce moment, ce que nous proposons, c'est quelque chose qui va aider le Cameroun, l'Afrique et le monde en général. Parvenir à ces résultats quand on est une femme n'est pas chose aisée. Pourtant, Agnès Antoinette Toumba, elle, a été assistée tout le long et continue de l'être par sa famille. Quand tu es mère ou épouse, tu dois faire le repas. Si ton mari ne comprend pas que c'est la même heure où tu dois être au labo, soit tu reportes le repas à plus tard ou tu le fais plus tôt, tu ne pourras pas t'en sortir. Au sein de son laboratoire de recherche, elle est tout aussi soutenue par ses collègues et cadets qui l'accompagnent au quotidien. De son laboratoire à l'international, Agnès Antoinette Toumba vient de prouver, comme Marie Curie avant elle, que la recherche n'est plus seulement une affaire d'hommes. Et sur le plan international, les Ghanéens étaient aux urnes ce lundi pour les élections législatives et présidentielles. Parmi les candidats en lice pour l'élection présidentielle figure le président sortant Nana Akufo-Addo qui brigue un second mandat et son principal challenger John Dramani Mahama. Cependant, en RCA, le climat politique est très tendu après l'annonce du rejet de la candidature de François Bozizé et 4 autres candidats. La mouture internationale, c'est signé Gladys Sidi. 12 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle au Ghana, mais elle se joue surtout entre le président sortant Nana Akufo-Addo et John Mahama, son principal rival. C'est la 3e fois en 10 ans que les deux hommes se rencontrent dans une élection présidentielle. Il se dégage donc comme un air de déjà-vu pour plusieurs Ghanéens. 10 autres candidats, parmi lesquels 3 femmes, sont aussi en lice, mais leurs chances de l'emporter sont minimes, alors que les 2 principaux partis, le Congrès national démocratique et le nouveau parti patriotique, dominent la vie politique depuis l'instauration de la démocratie il y a 28 ans. Ce sont plus de 17 millions d'électeurs qui se sont donc rendus aux urnes ce 7 décembre, dont plus de la moitié à moins de 35 ans. Les attentes des Ghanéens sont portées sur l'éducation et la santé en priorité. Il est aussi question d'élire 275 députés. Jusqu'ici, le pays a toujours échappé aux violences post-électorales, contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains. Nana Akufo-Addo et John Mahama ont d'ailleurs signé vendredi dernier un acte de paix. Ils se sont engagés à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages et les résultats devraient être connus dans les 24 heures suivant le scrutin, mais la commission électorale a fait savoir que ce délai pourrait ne pas être respecté. En République centrafricaine, alors que la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature à la présidentielle de l'ancien président François Bozizé, la tension est montée d'un cran. La résidence privée du colonel Francis Bozizé, fils de l'ancien président, a été perquisitionnée et pillée par des éléments armés non identifiés. Tandis qu'ailleurs, fief de François Bozizé, il règne un climat délétère. La société civile a cependant salué la décision de la Cour constitutionnelle, la qualifiant de courageuse.
Et dans un communiqué de presse conjoint, les membres du G5 Sahel, composés de partenaires régionaux, internationaux de la Centrafrique, ont dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle et ont réitéré leur engagement à accompagner la RCA à organiser le double scrutin présidentiel et législatif dans des conditions optimales. L'élection présidentielle est prévue le 27 décembre en République centrafricaine. Et du sport dans ce journal, préparation du CHAN 2021. Le gouverneur de la région du centre interdit, par ailleurs président du comité d'organisation pour le site de Yaoundé, interdit des comportements irresponsables aux jeunes appelés à officier comme volontaires. Durant la compétition, Nasseri Paul Béa procédait ce jour au lancement de la formation visant à outiller des centaines de jeunes. On voit tout cela dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganson. Ils sont au nombre de 700, prêts à prendre place à bord du train du CHAN 2021 qui débute le 16 janvier prochain. Ce sont des volontaires qui doivent mouiller le maillot pour faire de ce rendez-vous un succès total. Le volontariat sportif, c'est le fait qu'une personne soit capable de se donner et de se donner avec une bonne volonté à la base de toutes ses capacités pour la réussite de l'événement pour lequel il est en train de travailler. Comme en matière d'événements sportifs, d'événementiel sportif, il y a plusieurs aspects qui finalisent en la réussite de l'événement. Nous avons essayé de donner à tous ces jeunes les éléments essentiels qui doivent leur permettre non seulement de bien suivre leur formation, mais d'envisager également le travail qui les attend. Ces jeunes seront affectés dans les différentes commissions qui sont à pied d'œuvre, où ils seront appelés à accomplir diverses tâches. Aussi importe-t-il qu'ils soient bien outillés. D'où l'initiative de cette formation portée par le site de Yaoundé que coordonnent Ernest Nkou et Tondi. Nous attendons de ces jeunes de se donner un comportement digne des Camerounais. Les gens qui vont recevoir toute l'Afrique pendant cette période de CHAN, les gens qui vont recevoir les étrangers. Et leur formation doit aussi être un maillon pour eux de savoir exactement ce qu'ils doivent faire dans les différentes autres commissions. Déjà, le don de soi, la capacité de travailler en équipe, la capacité d'assurer la sécurité de l'événement et surtout de veiller à ce que ce soit à la fin un événement réussi. En procédant au lancement de la formation, le gouverneur du centre, président du comité de site de Yaoundé, a demandé aux volontaires d'être des modèles dont le comportement doit être irréprochable avant, pendant et même après la compétition. Nous ne voulons pas que les gens qui vont soutirer l'argent dans les sacs de gens, soutirer même les bics. Quand quelqu'un laisse son bic quelque part, il va falloir qu'il retrouve ce bic parce que vous êtes volontaire et vous avez décidé de garder tout ce qui est bien d'autrui ou bien pour l'organisation dans des mains sécures. Et ceux qui auront bien travaillé et bien se comporter savent qu'en 2022 encore, il y a la CAN qui va se dérouler toujours ici au Cameroun. Le CHAN, qui a connu un glissement dû au coronavirus, se tient en terre camerounaise du 16 janvier au 7 février 2021. Le site de Yaoundé est en plein échauffement avec ses 700 volontaires qui fourbissent leurs âmes. Et des publi-reportages dans ce journal, la compagnie Activa Assurance met un nouveau produit sur le marché. Activa Santé Individuelle vise à rapprocher davantage les Camerounais des bienfaits de l'assurance dans la couverture et la prise en charge de leurs soins de santé. La cérémonie de présentation de cette prestation s'est déroulée à l'immeuble d'Activa Assurance ici à Douala. Reportage. Elle a son ADN de leader du marché des assurances et soucieux d'offrir des services sans cesse innovants. Le groupe Activa met à la disposition des personnes soucieuses de leur santé et de celle de leur famille le produit Activa Santé Individuelle. La santé individuelle part d'une stratégie du particulier. Cette stratégie du particulier, le produit d'appel étant la santé. Dans notre stratégie d'avoir une approche inclusive, c'était de mettre en place un produit santé qui couvre toutes les couches de la population, et vraiment toutes les couches, avec des budgets d'assurance qui vont donc de 72 000 francs, 6 000 francs par mois, un peu moins de 3 000 francs pour l'enfant, avec des garanties qui vont jusqu'à 1 million par an. Donc c'est vous dire vraiment notre volonté d'avoir cette approche-là qui est la plus inclusive possible.
Le groupe Activa procède également à l'accélération de sa digitalisation pour répondre aux nouveaux usages à travers sa nouvelle application mobile et l'ouverture d'un showroom digital situé au Grand Mall de Douala. Que ce soit l'application mobile, que ce soit l'agence Don Digital, ça participe, comme je le disais tout à l'heure, de notre stratégie du particulier. Et notre souhait, c'est de faciliter, c'est vraiment de faciliter le travail pour nos clients. Aujourd'hui, l'application mobile permettra aux clients de ne plus avoir besoin de se déplacer. C'est d'avoir une application mobile qui lui permet, à partir de son téléphone, de souscrire, de payer, de déclarer son sinistre, de suivre son dossier sinistre de manière permanente. C'est pareil pour l'agence ouverte, enfin donc au Grand Mall, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Mais la digitalisation, c'est vraiment j'allais dire la fondation, le support de toute ambition du particulier élargi. Quand je dis élargi, c'est vraiment élargi. La paysanne qui est au village, qui a pu prendre son assurance, si en faisant ses sillons au champ, elle se blessait et qu'elle allait se soigner, si elle veut déclarer le sinistre, que son petit à la maison l'aide à partir de son téléphone. C'est pour ça que ce ne sera pas que sur les Android. À partir de son téléphone, de nous le signaler, de faire sa déclaration. Et éventuellement, si on a un établissement dans le village, qu'elle aille se soigner en payant seulement 20%, et ainsi de suite. Si elle n'a pas à payer, on lui rembourse ça suivant les délais les plus rapides. Toujours avant-gardiste, le groupe Activa, quoique ayant vu passer les secousses imposées à tous par la pandémie du coronavirus, n'a jamais abandonné les différentes communautés pour qui il œuvre sans cesse. Cette situation nous a amené à concevoir, à réfléchir sur de nouveaux produits d'assurance. Parce que le Covid a créé une situation qui va créer de nouveaux problèmes en termes de risques. Que ce soit le cyber risk qui existait déjà, mais le fait que beaucoup d'entreprises, pour cause de Covid, vont être très actives sur le plan de la digitalisation, il va se poser des problèmes de sécurité informatique. Donc, les garanties d'assurance pour protéger cela sont importantes. Les événements, comme vous le savez, de nombreux événements, des concerts, plein de choses ont été annulées à cause du Covid. Donc les assurances annulation d'événements, c'est également des choses qui vont être explorées. On s'est rendu compte qu'une entreprise peut avoir une perte d'exploitation sans qu'il n'y ait eu d'incendie, sans qu'il n'y ait eu de vol. Simplement parce qu'il y a eu une pandémie. Donc demain, des pertes d'exploitation sans dommage, c'est des produits que les assureurs doivent être amenés à vendre. L'ambition du groupe Activa reste donc de consolider sa croissance organique tout en restant ouvert à d'éventuelles opportunités à travers la qualité de son service et la confiance de ses clients, contribuer efficacement à l'amélioration de l'image de l'assureur africain et accroître de manière significative le taux de pénétration de l'assurance sur le continent où il est présent dans 11 pays avec un réseau élargi de 51 pays via son réseau Globus. Et l'entreprise Grenier du monde rural récompense ses meilleurs employés. 13 d'entre eux viennent de recevoir des médailles de travail. À Bafoussam, reportage. Dévoués et assidus à la tâche qui est la leur, notamment le travail et l'accompagnement des travailleurs de la terre, la patrie leur marque sa reconnaissance à l'équipe du Grenier du monde rural, une entreprise de production agricole et de commercialisation des intrants basée dans la région de l'Ouest avec ses tentacules dans d'autres villes du Cameroun. Ils sont 13 employés au total, en plus du président directeur général qui vient d'être décoré par l'autorité gouvernementale dans la ville de Bangante. Je remercie Papa Grenier et j'encourage beaucoup sa générosité. À cause du fait qu'il ait décidé cette année de valoriser ses employés en leur octroyant à chacun des médailles. C'est une très grande fierté pour moi de recevoir la médaille au même moment que mon patron, celui qui m'a amené dans le monde du travail. C'est une très grande fierté et ce n'est pas donné à n'importe qui. L'engagement aux côtés des milliers d'agriculteurs que compte la région Grenier du Cameroun, leur tâche consiste au quotidien aux recherches et à l'expérimentation des meilleures semences et autres produits agricoles qu'ils mettent à la disposition des producteurs pour booster leur rendement. Une mission saluée à juste titre par les autorités locales. Je saisis d'ailleurs cet honneur pour cette occasion pour féliciter les heureux élus, les récipiendaires, en les exhortant d'aller de l'avant. Une force du déploiement qui reçoit l'assentiment et toute l'attention de son ministère de tutelle, celui de l'agriculture et du développement rural. Nous sommes simplement vraiment très contents de la reconnaissance que le gouvernement de Cameroun apporte auprès des Greniers du monde rural.
parce que c'est le fruit d'un travail persévérant. Est-ce que cela doit faire peut-être une 50aine d'années qu'il est dans la filière? Vous comprenez que comme un vin qui mature avec du temps, le grenier du monde rural est devenu aujourd'hui international. Se félicitant de ce parcours glorieux, Gambou Jean-Pierre, connu sous le pseudonyme de Papa Grenier, il promet de poursuivre cette mission qui lui permet de donner du sourire à des milliers de familles à travers le pays et surtout de mettre davantage un accent sur la vulgarisation des produits locaux. C'est une fierté pour moi, c'est de bon travail que j'ai effectué, je pense, parce que si j'avais mal fait, il n'aurait pas reçu cette récompense. Nous passons beaucoup de temps à chercher. Nous ne regardons pas sur l'ordinateur ou sur un site internet pour commander un produit. C'est vrai qu'on passe par là, mais lorsque nous prenons coordonnées d'un fournisseur ou d'un producteur, nous commandons des échantillons que parfois ça nous coûte des millions, juste parce qu'il faut les essayer, que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit les semences, avant de demander l'homologation au ministère de l'Agriculture. Des nouvelles semences sont bien rangées sur les comptoirs des différentes boutiques du grenier du monde rural. Un amour pour le travail qui se transmet aussi du père au fils. Il nous conseille de bien travailler à l'école et aussi au champ pour être meilleur dans l'avenir. Toutes ces médailles ont été présentées au cours d'une soirée à l'initiative du grenier du monde rural à l'honneur des récipiendaires, le reconfort après l'effort. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans une poussière de secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Duval. Julien Berthe-Vissaille, un cadre du PCRN, par ailleurs adjoint au maire de Douala 5e, demande pardon au professeur Maurice Kamto. Après avoir exprimé sa déception par rapport à ces élections régionales, il estime que c'est lui qui avait raison d'appeler au boycott de ces élections. On ne l'a pas compris. Il faut le préciser, Duval Fangwa, que c'est la plus grosse surprise de ces élections régionales du 6 décembre 2020. Le parti de l'honorable Cabral Libi, le PCRN, n'a pu glaner aucun conseiller régional. Et vous l'avez suivi dans le reportage de Jean-Paul Chouniat, ce cadre du PCRN, le cadre Joseph Espoir Billon, qui accuse l'UDC, le PURS et le SDF d'avoir contribué à la victoire écrasante du RDPC au cours de ces élections régionales du 6 décembre. Déçu, il présente ses excuses au professeur Maurice Kamto pour n'avoir pas respecté son mot d'ordre de boycott des élections régionales du 6 décembre. Duval Fangwa. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. Bonne soirée, Julien Berthe-Vissaille. Très bonne soirée à vous, Duval. Et à demain pour le journal de 20h.